Bonjour à tous et bon jeudi. Aujourd'hui à l'émission, Lovejoyce à ma vie nous parle de son parcours et de son livre, la semaine de prévention du suicide avec Santé mentale Québec Rive-Sud et Gabriel nous informera de l'actualité du jour. Bienvenue à RS 360. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une belle émission de prévue pour aujourd'hui. On va parler de sujets importants, on va parler de la semaine de prévention du suicide. Mais à commencer, on va parler avec un auteur qui a écrit le livre « Je n'ai pas choisi de partir ». Il est avec moi en studio en ce moment, Lovejoyce à ma vie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir et de m'inviter à votre émission. Ça me fait grand plaisir. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. Mais tout d'abord, vous avez écrit ce livre-là qui est devant moi. Donc, je l'ai dit, je n'ai pas choisi de partir, qui raconte un peu votre parcours. Votre parcours à votre arrivée ici au Québec et comment ça a été par la suite. Et je voulais commencer par vous demander pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre-là. Bien, il fallait pour moi raconter ce parcours particulier qui est d'arriver au Canada par le chemin Roxham. Donc, j'ai voulu dresser le témoignage et l'expérience de cette entrée irrégulière au Canada, d'autant plus que ça a commencé à faire l'actualité. Depuis 2017, ça ne lâche pas. Et j'ai commencé à penser, à prendre des notes de ce qui se passait depuis la frontière. Ensuite, j'ai dit, je vais parler de cette entrée irrégulière au Canada, des défis de l'immigration et de surtout comment est-ce que quand on arrive ici, comment est-ce qu'on essaie de s'intégrer, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, c'était un livre témoignage que je voulais déposer pour la société québécoise, en somme. Mais oui, parce que ça fait vraiment un tour complet un peu de votre vie. Donc, on commence avant votre immigration ici au Canada, pendant et après. Donc, on fait vraiment un beau tour d'horizon, là. C'est un tour d'horizon qui était important parce que, comme je le dis dans le bouquin, on regarde l'immigration de loin. On voit des reportages, des photos, on lit dans la presse, mais il faut vivre cette expérience pour savoir ce que c'est. Et donc, c'était important de raconter c'est quoi les raisons qui poussent les gens à partir. Le constat que j'ai fait à l'issue de mon expérience, c'est qu'on ne choisit pas de partir. Toutes les motivations qui poussent les gens à quitter leur territoire natal pour aller quelque part sont des situations de contraintes. Et donc, cette contrainte-là, il faudrait qu'on en parle souvent. Et ensuite, l'entrée particulière au Canada qui se fait par le chemin Roxham, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est devenu populaire depuis 2017, mais il faut savoir en soi, à l'époque, en 2017, c'était quelque chose de très particulier de prendre des bagages, d'arriver à un point d'entrée, de passer par un petit trou, d'être arrêté et ensuite de faire une demande d'asile. C'est tout un processus qu'il était important pour moi de raconter dans ce livre. Oui, parce qu'on n'a pas nécessairement votre opinion souvent à ces immigrants qui arrivent, comme vous l'avez dit, par le chemin Roxham. Et vous en avez parlé là, depuis 2017, ça fait les manchettes. Exactement. Et on le sait, je pense que c'est un enjeu polarisant aussi au Québec. Quand même, on en parle énormément dans les nouvelles. Pourquoi vous pensez justement que c'est aussi polarisant pour les Québécois? C'est polarisant parce que, comme on le sait, comme ce n'est pas une entrée régulière, on questionne souvent la nécessité de maintenir ce point ouvert. Mais il faut comprendre que quand les gens arrivent, ils arrivent pour demander l'asile. C'est des gens qui sont en train de fuir une situation et ils demandent l'asile. Cet asile n'est pas garanti. Pourtant, quand on voit le nombre qui afflue par ce chemin-là, parce que cette année, depuis 2017, je pense qu'on est à peu près à 100 000 personnes qui sont passées par là, ça fait un poids sur l'administration, sur le traitement de dossiers, et c'est beaucoup d'accueil que les organismes communautaires sont obligés de mettre en place pour accueillir ces gens et essayer de les intégrer. Donc forcément, c'est polarisant parce que ça crée un enjeu de société. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que j'explique un peu dans le livre, c'est que ces gens viennent demander l'asile, elle n'est pas garantie. Ouais. Mais quand ils arrivent et que cet asile est accordé, c'est la grandeur même de la nation canadienne, la nation québécoise qui est ainsi démontrée. Mais c'est aussi des gens qui arrivent, qui occupent des emplois, qui apportent des contributions, qui payent des impôts et qui essayent de s'intégrer dans la société québécoise. Il vous souvient certainement qu'en 2020, au fort de la pandémie, on a appelé ces gens des anges gardiens. Il a fallu que ce chemin ait existé, qu'il soit resté ouvert pour que justement ces gens deviennent des anges gardiens. C'est polarisant, oui, mais on peut envisager cela comme une forme de solution plutôt que de confronter les populations. En effet, parce que vous le dites, bon, l'arrivée peut être un peu différente des autres immigrants, mais arriver après,
Vous n'avez pas tout cuit dans le bec, là, donc trouver un travail, trouver un logement, on le sait, c'est compliqué. Et vous avez fait plusieurs échanges avec le public, et vous avez fait des conférences également. Quel est le retour des gens face à votre livre? Le mot que je peux dire qui sort de ces rencontres-là, c'est la surprise. Parce que beaucoup de gens restent sur ce qu'on en dit dans les médias. Ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui est passé par là, qui est capable de leur expliquer quelle était la démarche, comment ça s'est passé et puis comment cette personne a fait l'effort de s'intégrer dans la société d'accueil. Et donc, quand j'arrive, là, j'ai fait quelques conférences, notamment avec dans des résidences pour personnes aînées. Quand on leur explique pourquoi est-ce que ce chemin était vital pour nous qui avions besoin d'aide, quand on explique ensuite pourquoi est-ce que, quand on essaie de s'intégrer, souvent, on est face à des portes closes. Et quand on explique qu'on n'avait pas d'autre choix que de passer par là, parce que les frontières régulières sont fermées à des gens qui demandent l'asile, sauf exception. Et beaucoup de ces 100 000 personnes ne correspondaient pas aux exceptions qui sont connues selon l'entente entre les États-Unis et le Canada. Donc, quand on finit de leur expliquer, ils comprennent, ils me remercient des fois de faire cette démarche de sensibilisation. Mais pour moi, c'est important de le faire parce que ça fait partie aujourd'hui de mon identité. Je dis, je suis un produit du chômeur Roxham, je ne peux plus l'enlever. Et il faut représenter ces 100 000 personnes qui sont passées par là, qui connaissent des parcours différents aujourd'hui, mais il faut qu'on arrête de les stigmatiser. Et c'est un peu l'objectif des entrevues que je fais, des conférences et des ateliers auxquels je participe. Mais oui, et vous l'avez dit, c'est important aussi de s'intégrer dans la communauté. Je pense que vous l'avez fait très bien. Vous avez grandement été impliqué dans la région. Est-ce que vous pouvez me dire là, rapidement, qu'est-ce que vous avez fait pour notre agglomération? Oh là là, quand je suis arrivé ici à Longueuil, la première chose que j'ai faite, c'est de participer à l'organisation d'une conférence de Robert Piché qui a permis de, disons, revitaliser un organisme communautaire qui offrait des loisirs pour les personnes âgées de Longueuil, qui s'appelle la Maison Le Réveil. Ensuite, pour la semaine des aînés, je suis arrivé ici, j'ai rencontré le directeur, je lui ai proposé une émission, La parole aux aînés, qu'on a fait dans ce même studio. On a fait ça sur 2 ans. Exactement, vous avez déjà travaillé ici, là, dans nos studios. Exactement. J'étais travailleur externe, mais on venait en coproduction avec la Maison Le Réveil et TVRS sur cette émission-là. Mais pour moi, c'était important parce que, vous savez, on arrive ici, on avait une façon d'être, une façon de vivre. On abandonne tout parce que, sous la contrainte, quand on arrive, pour nous, c'est contribuer parce que ça nous donne, comment on appelle ça, une occasion de renaître. Ouais. Et donc, moi, je me suis impliqué dans ça. J'ai travaillé aussi pour le regroupement des CPE de la Montérégie, pour le Réseau québécois pour la réussite éducative. J'ai travaillé en persévérance scolaire et je suis impliqué aujourd'hui comme membre du Conseil interculturel de la ville de Longueuil. Et notre rôle dans ce conseil-là, c'est surtout de conseiller l'administration municipale sur les différentes initiatives à mettre en œuvre pour lutter contre les discriminations raciales et les discriminations de toutes sortes. Donc, pour moi, c'est être présent, c'est prendre une place qui existait, c'est montrer qu'on vient contribuer, qu'on ne vient pas bénéficier ou profiter d'un système, mais on vient en tant qu'individu, avec notre bagage, avec nos expériences et nos compétences qu'on peut mettre à la disposition de la société longueuilloise et québécoise en général. Et oui, et vous venez d'en parler justement, vous avez aidé la ville de Longueuil, on le sait, tout le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Rapidement, je voudrais qu'on en parle parce que vous avez été impliqué dans cette instauration de plusieurs activités à Longueuil. Donc, est-ce que vous voulez m'en parler un petit peu? À travers le Conseil interculturel de la ville de Longueuil, effectivement, on nous avait sollicité à réfléchir sur une offre de programme. C'est la première fois que la ville de Longueuil veut célébrer ce mois de l'histoire des Noirs ici. C'est une bonne initiative. L'idée est de mettre en avant les contributions des personnes issues de la diversité, notamment de la communauté noire à l'histoire du Québec en général. Ça permet de démontrer que justement ces gens qui font partie du quotidien apportent quelque chose et contribuent à nos sociétés. Je dis, le racisme et la haine se nourrissent du silence et de l'ignorance. Avec des opportunités comme ça, des occasions comme la célébration du mois de l'histoire des Noirs, on met en lumière les gens qui font des contributions et c'est important. Le thème, c'est de l'obscurité à la lumière. Ouais. Maintenant, oui, c'est important de célébrer ce mois, mais on peut aller plus loin, à considérer ces gens qui sont dans nos territoires, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos entrepôts, dans nos entreprises, comme des gens ordinaires qui sont là. Ils font partie de nos vies. Ils font partie du paysage, exactement. Oui. Donc voilà, c'est un peu ça.
Bon, bien, si on a piqué la curiosité de certains gens qui voudraient lire le livre « Je n'ai pas choisi de partir », c'est disponible en ligne sur le site de lovejoyceamavie.com. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a également, je pense, des conférences qui s'en viennent également. Oui. Donc, vous pouvez aller voir toutes ces informations sur lovejoyceamavie.com. Merci beaucoup d'être venu nous parler. C'est une très, très belle discussion où moi aussi, j'ai lu quelques pages et j'en ai appris déjà énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je remercie la télévision de nous avoir invités à cette émission. Au plaisir de revenir une autre fois. Oui, Absolument. En effet. Merci beaucoup. Merci. Et après la pause, on va parler de santé mentale et de prévention du suicide. C'est un